Mes chers collègues, bonsoir. Madame Aurélie Charillon donne pouvoir à Madame Séverine Rall. Monsieur Bernard Voyat donne pouvoir à Madame Martine Joannet. Madame Christine Blanc donne pouvoir à Madame Annie Marcelot. Madame Céline Fournier donne pouvoir à Monsieur Michel Brulard. Madame Patricia Lotte donne pouvoir à Monsieur Yvan Racle. Monsieur Guy Juillard. Guy, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas là? Ah ben non, il n'est pas là puisqu'il a donné pouvoir. Pardon. Donne pouvoir à Monsieur Gilles Catrin. Oui, alors, du coup, excusez-moi, je comprends mieux la gesticulation. Monsieur Jack Frédéric Lavoué donne pouvoir à Madame Sharon Jones. Madame Khadija Hunal donne pouvoir à Madame Chantal Ars. Monsieur Chunjili donne pouvoir à Monsieur Daniel Rafoz. Madame Isabelle Hennico donne pouvoir à Monsieur Jacques Dubout. Monsieur Max Géria donne pouvoir à Madame Agathe Bousser. On a donc des suppléants qui remplacent les titulaires. Madame Colette Martin qui représente Monsieur David Munier pour Chevry. Madame Catherine Moine qui représente Monsieur Denis Linglin pour Cergy. Et Madame Brigitte Fleury qui représente Monsieur Jean-Pierre Souhaite pour Chalex. Avant d'entamer l'ordre du jour, j'ai encore la lourde tâche de rendre hommage à Gérard Paoli, maire de Gex de 1995 à 2014, maire honoraire, premier vice-président de l'agglomération de 1996 à 2014 et vice-président du conseil départemental délégué à l'économie, au pacte PME, aux affaires transfrontalières et européennes qui nous a quittés le 17 novembre 2024. Au nom de l'ensemble du bureau, bien sûr, et au nom des élus du Pays de Gex, je tiens à saluer la mémoire de Gérard Paoli, un homme profondément engagé au service des autres, et qui aura marqué pour le mieux de notre territoire par de ses nombreux combats et les projets qu'il a su faire naître ou qu'il a portés. Donc bien sûr, j'associe l'ensemble, y compris du personnel qui a pu le connaître à l'agglomération, à la peine de sa famille et à ses proches. Un livre d'or, je le signale malgré tout pour ceux qui n'ont pas pu adresser des condoléances. Donc il y a un livre d'or qui est à disposition du public à l'accueil de la ville de Gex. Et donc, dans les heures d'ouverture, vous pouvez vous y rendre pour ceux qui le souhaitent pour remplir cet hommage. Voilà, en quelques mots, je voulais évidemment vous dire toute l'émotion qui a été celle de Gex, bien sûr, de tous les élus qui ont travaillé avec lui. Et moi, je dois dire que c'est aussi un grand vide qui s'installe, puisque mes 30 ans, presque 30 ans de vie publique ont toujours été d'une manière ou d'une autre à ses côtés, en 19 ans en premier adjoint, et puis ces 10 ans de maire où, avec ses diverses fonctions, on était finalement toujours en contact sur les différentes réunions, surtout transfrontalières, mais aussi ici à l'agglomération, avec lui, en plus des liens évidemment d'amitié qui nous liaient. Et donc voilà, c'est une personnalité qui s'en va, qui a marqué, je crois, très fortement le Pays de Gex, et en tout cas quelqu'un qui ne laissait personne indifférent, en particulier pour son humanité et son souci des autres. Et je veux souligner quand même en quelques mots l'action qu'il a eue, y compris dans cette agglomération, pour porter des sujets qui aujourd'hui montrent qu'il avait une certaine vision aussi de ce qu'il fallait enclencher. Je pense par exemple à l'accompagnement des personnes âgées avec Ménosis, mais aussi toute la politique qui a été menée par l'agglomération pendant plusieurs mandats successifs, avec des exécutifs et des élus différents, pour une grande part, et en particulier le combat pour les femmes battues, puisqu'il avait sur sa propre commune engagé de fortes actions pour accompagner l'agglomération dans le soutien à cette structure de femmes battues à Château-Gagneur, qui était la première du genre à l'époque. Et puis, bien sûr, le secours d'urgence et les différentes résidences sociales qui ont toutes été faites d'une manière ou d'une autre en lien avec notre agglomération. Une action aussi très particulière en dehors de toutes ces charges qu'il a eues ici, hein, c'est allé de l'administration générale à l'économie, à divers sujets rattachés. Il a eu les gens du voyage, je crois aussi, le pauvre. Et puis tout un tas de sujets sur lesquels il était présent en tant que premier vice-président. Et du coup, je veux dire aussi l'action particulière qu'il a toujours souhaité mener, ça a été vrai aussi à Gex, pour une promotion de la culture dans sa diversité et le soutien, par exemple, au festival Tôt ou Tard, qui est une structure gexoise, mais qui a pris son envol et qui couvre aujourd'hui un certain nombre de vos communes, dans ce portage que l'agglomération lui
lui amène. Et voilà, il a été toujours très précurseur, en tout cas, dans le soutien à ces associations-là. Et puis, il a souvent ferraillé aux côtés de Daniel Tricot, qui était vice-président en charge de la culture, et en particulier très axé sur la réfection et la promotion du Fort l'Écluse, qui aujourd'hui montre tout l'intérêt que ça a pour la culture gessienne. Et Gérard Paoli a toujours été un très grand soutien sur le fait que l'agglomération, en dehors de ses compétences propres, avait aussi un supplément d'âme à trouver dans des actions qui dépassaient ses compétences particulières. Voilà, donc une belle personnalité, je crois pouvoir le dire de façon sûre, qui s'en va et qui a trouvé malgré tout l'apaisement qui était nécessaire compte tenu de son état. Donc je renouvelle évidemment au nom de vous tous les condoléances sincères à ses deux filles, à son frère bien sûr, et à l'ensemble de sa famille, sans compter ses nombreux amis, dont beaucoup de personnes parmi vous. Et je me permets spécifiquement, en plus des élus de la ville de Gex qui l'ont accompagné, il y en a encore qui sont au conseil avec moi et qui on était évidemment tous très liés et je sais aussi leur peine. Et puis je veux associer Véronique Baud plus spécifiquement puisque c'est son binôme au niveau du canton de Gex pour le conseil départemental et je sais aussi les liens qui unissaient Gérard et Véronique Baud, des liens sincères de respect, d'amitié, de travail en commun, mais de bien plus que ça. Et du coup, voilà, je l'associe à tous les hommages qu'on fait, parce qu'on a travaillé aussi les trois ensemble à la mairie de Gex pendant une douzaine d'années. Et je crois que dans une vie publique, c'est finalement, au final, ces liens forts, sincères et transparents, qui ne sont pas toujours le cas dans notre vie publique, il faut bien le dire, qui priment. Et je voudrais en tout cas qu'on garde cette image d'un Gérard Paoli empathique, ouvert sur les autres, y compris parfois dépassant très souvent les clivages politiques pour créer des liens d'amitié avec vous tous. Je vous propose de vous lever pour une minute de silence. La transition est difficile, mais il faut qu'on attaque notre ordre du jour. Je voudrais donc au premier point vous proposer l'approbation du procès verbal du Conseil communautaire du 23 octobre 2024. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On peut passer au vote. Merci, le vote est clos. La délibération est adoptée. Le point 2, donc la délibération portant mention du tableau des emplois permanents. Isabelle Passuelo. Bonsoir à tous. Une délibération qui concerne 5 emplois qui sont à modifier ou à créer. Un emploi au grade d'adjoint administratif de seconde classe sera prochainement vacant. Afin de pourvoir l'emploi permanent d'assistante de direction générale des services techniques à temps complet, il faut autoriser le recrutement sur l'ensemble des grades du cadre d'emploi d'adjoint administratif territorial en catégorie C. Il faut faire la même chose pour un emploi d'adjoint administratif territorial qui est chargé d'accueil et relations aux usagers, à temps complet, qui va également être vacant. Il faut autoriser le recrutement sur l'ensemble des grades en catégorie C. Pour le troisième emploi, la délibération de l'emploi fonctionnel de directeur général des services doit être complétée pour préciser qu'il peut être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de toutes les filières et qu'il pourra être pourvu en recrutement direct d'un agent contractuel. Maintenant, on arrive aux créations. Pour le CESIM, suite à l'ouverture de la 4e ligne de consultation, nous proposons la création d'un emploi permanent de secrétaire médical à temps non complet cette fois-ci pour 17h50 par semaine. Et enfin, en déchetterie, nous proposons la création d'un emploi permanent à temps complet. Toutes ces créations ou autres se font dans les mêmes conditions qu'habituellement. D'abord fonctionnaire et ensuite avec ce que l'on arrive à trouver. Est-ce qu'il y a des questions ?
Des questions à Isabelle Passuello? Pas de questions? On peut passer au vote. La délibération est adoptée. Le point 3, délégation de service public pour l'exploitation de l'ISDI du bois de Serve à Prèves-Saint-Moins. Merci beaucoup. Réalisation et accord transactionnel. Ce dossier, vous avez la délibération qui vous détaille le sujet. Il vous est rappelé qu'en 2016 a été validé le portage par Pays de Gex-Aglo d'ouverture de d'ISDI, puis par délibération du 29 septembre 2016, merci beaucoup, a été érigé en service public local l'activité de stockage et de traitement de ces déchets inertes. Il vous est rappelé tout le détail sur lequel je ne vais pas revenir en totalité, sinon pour vous dire que, en fait, après des feuilletons multiples de contraintes, j'allais dire, avec une surenchère environnementale, il faut bien le reconnaître, les compensations qui étaient demandées pour cette installation, alors que vous le voyez, hein, les dates de lancement de cette opération sont maintenant anciennes, ont fait que l'équilibre économique et l'aboutissement de ce dossier n'a pas pu intervenir. On a réuni et eu en contact à plusieurs reprises les différents porteurs pour voir l'avancée de ce dossier. La conclusion est marquée dans cette délibération. Il n'y a pas d'aboutissement possible compte tenu de tous ces blocages multiples, à la fois sur le foncier, mais aussi sur ces compensations environnementales qui sont inatteignables, en tout cas pour un exploitant qui doit évidemment exploiter à titre privé l'équilibre économique de son activité. Il y a eu un certain nombre d'études, puisque c'était une commande qui avait été incitée par l'agglo, à l'époque c'était la communauté de communes même, c'était pas l'agglomération encore, et donc ces études avec une somme de 84 757 € engagés. Nous avons été saisis donc par le consortium SAS Bois de Serve sur ce sujet pour négocier évidemment la sortie à la fois équilibrée et juste, le plus juste possible de ce dispositif. Et donc on a convenu de vous proposer un accord à l'amiable où les sommes engagées qui ont été complètement liquidées, entre guillemets, pour ces différentes études soient partagées pour qu'ils puissent assurer la dissolution de cette structure qui n'a maintenant plus d'objet. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Regrettant au passage que les uns après les autres, les sites que l'État nous demande de mettre en place pour les déchets du territoire disparaissent de la circulation. Moi, je veux souligner quand même à la fois la difficulté pour mener à bien des choses qui sont des injonctions de l'État sur la mise en œuvre de notre PLU, puisque l'État nous demande à la fois de trouver des endroits de carrière et des endroits de recyclage de ces ISDI, puisqu'on a un territoire dynamique avec des constructions, qu'il y avait dans l'étude préalable sur le mandat précédent 27 sites, je crois, tout au début, qui avaient été fléchés. On est arrivé à 7 sites uniquement pour diverses raisons, qu'on était aujourd'hui à 4, avec Chevry qui est bientôt saturé. Vzancy aussi 5, puisque Vzancy on avait opéré la fin de ce programme, mais voilà, avec aucune perspective, puisque le site maintenant est clos, ou en tout cas est en voie de l'être. Et du coup on se retrouve aujourd'hui uniquement avec le projet de Collonges, donc sur lequel on continue de travailler en discussion avec Lionel Péréal, le maire de Collonges, et puis Jauvilly qui est bloqué bien sûr par des procédures dont on ne connaît pas l'aboutissement, puisque c'est des procédures judiciaires. Donc on va arriver, si ça continue, je tiens à le dire parce que c'est un sujet environnemental majeur, on est arrivé avec un Pays de Gex qui va se retrouver, si ça continue comme ça, avec zéro capacité de recyclage de tous les déchets qui sont faits sur le territoire, c'est-à-dire des camions, il faut en avoir conscience, des camions qui font 97 km en moyenne pour aller dans d'autres parties de l'Ain, dans d'autres parties du Jura, dans d'autres parties de la Haute-Savoie. Ça veut dire que, entre parenthèses, on délègue aux autres les difficultés pour nos propres productions. Donc voilà, on n'est pas dans les circuits courts, puisqu'on parle beaucoup de circuits courts pour les légumes, mais il y a tout le reste aussi. Et du coup, voilà, moi je reconnais que je trouve qu'il y a vraiment des injonctions contradictoires, puisqu'on nous demande à la fois de mettre en place ces structures et parfois des services déconcentrés ou des services spécifiques sur les autorités environnementales en particulier bloquent pour différentes raisons et souvent de la surenchère permanente
avec des études sans fin et des renouvellements d'études et encore des études voilà, qui aboutissent en fait à un portage qui devient absolument impossible pour les différents consortiums privés qui souhaitent les mettre en place. Voilà. Je vais vous alerter sur ce fait-là et vous donner quelques éléments quand même de réflexion. En moyenne, il y a quelques années, je ne suis pas sûr que les chiffres soient exactement les mêmes maintenant, mais en tout cas, ce n'est pas très ancien. On avait une moyenne de 500 000 mètres cubes de déchets inertes à recycler dans le pays de Gex, compte tenu des travaux que vous pouvez avoir sur vos communes, que ce soit public ou les constructions, etc. On avait à peu près une capacité même pas un tiers de recyclage sur place. Cette capacité baisse, puisque, encore une fois, 2 sites se terminent. Zancy et Chevry, on n'est pas loin non plus de la saturation. Chauvy bloqué, donc aucune absorption, alors que le site existe. Hein. Là, c'est pas une création. Voilà, le site existe. Et puis, donc, Collonges qui doit se travailler, mais qui va mettre quand même, de toute manière, quelques années à se mettre en place. Voilà, donc ces 500 000 mètres cubes, ils partent ailleurs. Et on ne peut pas s'en satisfaire, donc il faut qu'on continue à travailler sur le sujet. Mais même avec le projet qui semble unique pour l'instant à mettre en œuvre, on aura une capacité certainement qui ne sera pas, même pas de la moitié à terme, dans le meilleur des cas, de la production du pays Gex. Voilà, je voulais quand même aussi vous le signaler sous cet angle parce que ce n'est pas neutre dans nos réflexions. S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Gilles. C'est bon, merci. Le vote est clos. La délibération est adoptée. Ensuite, donc, on a la série des points budgétaires. Donc, le point 4, budget principal 2024, Muriel Beignet. Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération, vous en avez aujourd'hui bien l'habitude. Il s'agit des attributions des compensations recalculées. Donc, vous le connaissez depuis la FPU. Donc, nous avons des attributions, les communes, hein, nous avons des attributions de compensation. Vous savez qu'en début d'année, nous arrêtons les compensations et les montants provisoires. En fin d'année, nous recalculons et nous votons les attributions de compensation dites recalculées. Et les montants, vous les connaissez, ils n'ont pas changé depuis le début de la mise en place de cette délibération. Et voici, donc pour ce soir, il faut voter. Enfin, nous souhaiterions que vous votiez en tant que voilà la délibération qui nous permette, en tous les cas, de fixer les compensations recalculées pour cette année 2024. Des questions, Muriel Beignet? On passe au vote. Merci. Le vote est clos. La délibération est adoptée. Le point 5, Muriel, budget principal 2024. Donc là, on arrive, vous savez, en fin d'année et on ajuste tous nos budgets de manière à les ajuster, bien sûr, sur la consommation et les besoins de fin d'année. Donc, on a plusieurs délibérations qui se réfèrent à ces modifications. Et donc, la première, c'est que dans le budget d'investissement, il nous faut de la liquidité pour le chapitre versement des PUP. Et pour cela, donc, on les prend temporairement sur le chapitre 21, où effectivement, il nous reste des sommes d'argent de manière à pouvoir équilibrer. Et cette décision modificative, elle s'élève à 700 500 €. Des questions? On passe au vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée. Ensuite, le point 6, c'est le budget annexe développement économique, Muriel. Sur ce budget annexe, il relève que nous devions réparer le portique du Technoparc et pour cela,
En fait, c'est un translate de somme du 23 au chapitre 21 pour la somme de 108 350 euros. Des questions? On peut passer au vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée. Le point 7, budget annexe, gestion et valorisation des déchets. Sous le contrôle de Martine, bien sûr, il s'agit en fonctionnement de la régularisation des provisions et des annulations des titres de contentieux. Vous en avez pour 40 000 euros. Et sur l'investissement, en fait, c'est pareil, hein, c'est un ajustement sur le chapitre 21. C'est pour l'acquisition des bacs. Des questions? Pas de questions? On peut passer au vote. Monique? Merci. Le vote est clos. La délibération est adoptée. Non, j'étais sur le 7. C'est le 7. Ensuite, donc en point 8, le budget annexe déchets inertes. Là aussi, c'est un réajustement entre les montants votés non consommés et les indemnités transactionnelles dont on vient de parler. Vous avez un montant de 42 378. Des questions? On peut passer au vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée. Le point 9, c'est l'autorisation d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d'investissement. Muriel? Oui, vous le savez, en fait, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'écart de crédit. Entre la fin d'année et le mois de mars, on ne vote pas de budget. On aura le DOB, notre budget sera voté qu'en mars, mais pour engager les dépenses en investissement, le conseil communautaire peut autoriser les engagements à hauteur d'un quart de l'année, du montant de l'année N-1. Donc en fait là, pareil, c'est plusieurs délibérations sur ce même principe. Et pour le budget principal, nous avions 35 398 055,15 et le quart représente 8 849 513,79. C'est précis. Pas de questions? On peut passer au vote. Vincent, t'as pas envie de voter? Brigitte? Brigitte, ça marche pas? C'est bon, merci. Le vote est clos. La délibération est adoptée. Le point 10, c'est l'autorisation d'engagement, liquidation et de mandatement des dépenses d'investissement pour la ZAE, le budget annexe développement économique. Muriel? Même chose, on avait en N-1 10 11 647 000 euros. Vous remettrez les chiffres. Et le crédit, le quart, en fait, c'est 2 502 911,75. Des questions? On passe au vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée. Ensuite, il s'agit du point 11, autorisation d'engagement, de liquidation et de mandatement pour le budget annexe de GVD. Sur N-1, 6 028 638,33 et le quart 1 507 159,58. Pas de questions? Bien. Eh bien, on passe au vote. J'aime quand ça se passe comme ça. Attends, c'est pas fini. Bon, la réserve naturelle, on peut ne pas la voter, on s'en tape. Oh merde. Il y a un loup. Des questions? Pardon, le vote est clos. La délibération est adoptée. Ensuite, point 12, autorisation d'engagement, de liquidation et de mandatement pour l'investissement pour la
réserve naturelle de la Haute-Chaîne du Jura, Muriel. 141 563,23 pour N-1, 35 390,80 pour l'engagement. Des questions? Passe au vote. Annie, Muriel, Véronique. Merci, le vote est clos. C'est bizarre, ça. La délibération est adoptée. Pardon. Point 13, autorisation d'engagement, liquidation, mandatement en investissement pour le CESIM, pour le centre de santé CESIM. Le CESIM est en investissement juste. Hein. Donc N-1, 224 000. Et donc l'engagement à 56 000. Des questions? On passe au vote. Oui, Patrice, j'avais juste une... C'est pas une question, c'est une Alors demande. attends, Monique, on finit juste le vote parce qu'il est lancé. Oui, oui, bah, Donc il reste juste Marie-Christine Barthalet et Colette Martin. Voilà, le vote. Colette. Merci, le vote est clos. La délibération est adoptée. Monique? Voilà, donc les chiffres que vous annoncez BP 2024, c'est les crédits qui ont été votés au BP 2024 en prévision ou est-ce que c'est la consommation à la date de jour? Non, en fait, l'écart de crédit, c'est au rapport au budget prévisionnel. Le CA, il sera acté en début d'année. Oui, non, mais c'est simplement... Donc là, en fait, l'écart de crédit... Il y a souvent des confusions là-dessus et ouais, je mais demandais en la fait, précision, c'est tout. Ouais. Voilà, merci. Non, mais, et tu as raison, Monique, mais l'écart de crédit, c'est par rapport au budget prévisionnel N-1 et pas au consommé. Merci. La délibération est adoptée. Ensuite, le point 14, c'est l'achat auprès de l'UGAP des containers semi-enterrés, enterrés et semi-enterrés dédiés à la collecte des ordures. Martine Joannet, pardon. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Bonsoir. Oui, donc comme vient de le préciser le président, donc comme chaque année, on délibère donc pour acheter des containers semi-enterrés et des containers enterrés pour équiper les communes. Suite à la pause donc, que le Conseil a voté, il s'agit aujourd'hui quand même malgré tout de continuer pour les communes qui le souhaitent et bien sûr sur des points bien précis, de pouvoir continuer à équiper des projets qui sont en route, qui ont été votés. Donc pour cela, nous avons donc demandé un unique devis à l'UGAP, parce que vous savez que en passant de cette façon-là, on n'est pas obligé de faire un appel d'offres. Et donc l'UGAP pour l'achat donc de 66 containers enterrés ou semi-enterrés, nous propose un devis de 101 000 € hors taxe. Voilà, donc on vous demande d'approuver ce petit devis pour équiper. Donc ça concerne une bonne douzaine de communes et des projets privés ou publics. Des questions à Martine sur ces différents points? Non? On peut passer au vote? Merci, le vote est clos. La délibération est adoptée. Merci Martine. Ensuite, le point 15, c'est l'accord cadre pour les prestations de maintenance des bâtiments communautaires, le lot 5, menuiserie. Bernard Voyat s'est excusé d'une problématique spécifique, mais voilà, donc c'est moi qui vais le faire. Il s'agit d'attribuer dans le cadre de l'accord cadre relatif aux prestations de maintenance des bâtiments communautaires pour le lot 5, comme je viens de l'indiquer, à l'entreprise Ninet Frères, dont vous avez le tableau d'analyse joint à la délibération, un montant minimum annuel de 12 000 € hors taxe et un montant maximum annuel de 230 000 € hors taxe, comme c'est conforme au code des marchés publics. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On peut passer au vote.
vote est clos. Et la délibération est adoptée, je vous remercie. Le point 16, c'est l'avis sur les dates d'ouverture dominicale pour l'année 2025. C'est Vincent Scatolin qui rapporte. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Comme chaque année, on délibère pour l'ouverture dominicale à la fois pour les commerces qui sont de détail de plus de 400 mètres carrés en dehors du secteur de l'ameublement et pour les concessionnaires automobiles. Donc on vous propose de retenir les dates suivantes pour la première catégorie que j'ai citée. Donc le 29 juin, le 23 novembre, le 23 et le 30 novembre, les 7, 14, 21 et 28 décembre 2025. Et pour les concessionnaires automobiles, le 19 janvier, le 16 mars, le 15 juin, le 14 septembre et le 12 octobre. C'est une délibération que nous prenons de manière récurrente toutes les années. Des questions à Vincent Scatolin? Pas de questions? On peut passer au vote. Comment? Oui, mais c'est régulier. Ah oui, il y a même un vote. Oui, tu corriges, tu peux. T'as voté contre? Non, mais elle essaye de corriger. T'as le droit, hein, t'as le droit. C'est un positionnement que je te connaissais pas, mais. Non, tu rappuies sur. On n'a pas clos le vote, donc tu peux rappuyer sur le 1. Poubelle. Ah, poubelle, et après. Ouais. Voilà. Après, tu votes ce que tu veux, mais... Les 3 votes orange, c'est pareil, vous êtes trompé ou... Non, je plaisante, on connaît votre positionnement. C'était pour. Non, alors. Essayer de forcer la main à tout le monde, du coup. Monsieur le Président, de manière récurrente, pour défendre le petit commerce, je préfère m'abstenir. Oui, mais non, mais je l'avais bien compris, c'était un trait d'humour, c'était pour pas que mon adjointe pense que je lui avais mis une pression inadmissible et que sur elle, quoi. C'était dur à porter, ma pauvre Dominique. Bien, le vote est clos. La délibération est adoptée par 47 voix et 3 abstentions bien comprises. Le point 17, c'est la renonciation à la mise en œuvre d'un droit de préférence et c'est Vincent Scatolin qui rapporte. Oui, vous le savez, la commune de Prevessin bénéficiait en tant que propriétaire du foncier et depuis l'origine de la zone d'activité du Clos de Magny d'un pacte de préférence en cas de revente pour tout nouveau propriétaire d'une ou partie des biens qui sont dans cette zone d'activité. La communauté d'agglomération a repris ce droit de préférence quand nous avons repris les zones d'activité économique avec la loi NOTRe. Aujourd'hui, l'un des propriétaires de cette zone d'activité cède son bien. La commune nous a fait connaître, quand elle a reçu la DIA, son intention, enfin le fait que la vente se mettait en place. Et aujourd'hui, au regard des modalités de cession, nous vous proposons de renoncer formellement à l'exercice de droit de préférence dans le projet d'acquisition de ce bâtiment qui vous est décrit dans la délibération, mais par contre d'avoir un nouveau pacte de préférence au bénéfice cette fois-ci de Pays de Gex Agglomération qui sera intégré dans le titre de propriété de l'acquéreur du bien en question pour une durée de 20 ans à compter de la signature. Et ce pacte de préférence permettra à la collectivité 3 choses. Premièrement, de disposer d'un droit de regard sur les projets de cession à intervenir, et ce pendant les 20 prochaines années. Deuxièmement, de disposer d'éléments objectifs sur les dynamiques de mutation des biens à vocation économique pouvant être pris en compte dans la définition et l'actualisation de la stratégie immobilière et foncière, et notamment dans la perspective de la loi zéro artificialisation nette. Et enfin, de pouvoir acquérir éventuellement tout ou partie du bien concerné dans le cas d'un projet de cession. Donc voilà ce qui vous est proposé ce soir. D'une part, de renoncer à l'exercice du droit de préférence dans le cadre de la vente du lot de copropriété 6 à intervenir dans la zone d'activité du Clos de Magny sur la parcelle AL numéro 66, située 80 route du Nant, d'approuver les termes du nouveau contrat de préférence et d'autoriser évidemment Monsieur le Président à signer tous les actes afférents. Des questions à Vincent sur ces sujets? Oui, Pierre-Marie Philips. Oui, bonsoir à tous. Une question. Ce pacte de préférence, on en parle pour la première fois. Or,
en fait, je ne me rappelle pas d'en avoir parlé quand c'était la dernière fois, parce que dans la zone artisanale de Manille, des transactions dans les immeubles, il y en a assez souvent. Et comment ça se fait qu'on en parle là, alors que dans d'autres cas, on n'en a pas parlé? Mais on a déjà passé, de mémoire, hein, on a déjà passé au sein de ce conseil communautaire une ou deux délibérations par rapport au pacte de préférence où l'agglomération a renoncé à ce pacte de préférence. Pardon, je me suis mal exprimé. C'est-à-dire que, est-ce qu'on l'a fait parce qu'il y avait des transactions ou est-ce qu'on l'a fait parce qu'on travaille le pacte de préférence? On a dû le faire parce qu'il y avait des transactions. Ouais. Donc j'espère que, en tout cas, on est sollicité de manière c'est la question que j'allais poser. À chaque fois qu'il y a des transactions. Eh ben, je pense qu'on n'est pas toujours sollicité. On va vérifier avec les services. D'autres questions? Non. On peut passer au vote. La délibération, le vote est clos, la délibération est adoptée. Le point 18, c'est la convention de délégation pour les compétences pour l'organisation du service transport des Monts-Jura, Vincent. Oui, alors le syndicat mixte des Monts-Jura et la communauté d'agglomération du Pays de Gex se sont accordés pour mettre en œuvre un service spécifique de navette de transport de voyageurs entre les sites de l'Elex, de Mijoux et de Lavaté pour la saison hivernale à venir. Le service proposé sera d'un minimum de 10 allers-retours par jour de fonctionnement, reliant les sites de l'Elex, de Mijoux et de Lavaté. Ces navettes circuleront tous les jours de l'ouverture à la fermeture de la station des Monts-Jura. Vous le savez, la communauté d'agglomération est autorité organisatrice de la mobilité. Elle peut déléguer cette compétence de manière partielle à une autre collectivité. Est-ce que c'est ce qu'on vous propose de faire ce soir en déléguant au syndicat mixte des Monts-Jura l'organisation et la gestion du service spécifique à l'accès de transport, à l'accès des sites du Mont-Jura. Ce service est estimé à un coût de 35 500 € qui sera fait et qui sera financé par l'agglomération du Pays de Gex. Et du coup, l'agglomération du Pays de Gex déléguerait à l'AOM de second rang, c'est-à-dire OSMMJ, l'organisation et la mise en œuvre de ce service. Voilà ce qui est prévu ce soir par cette délibération. Merci Vincent. Des questions? Alors déjà, je voulais dire avant le vote à Martine, tu ne votes pas pour Bernard Voya, pour son pouvoir. C'est le point 18. Ah pardon, non, ne prend pas part au vote, c'est le 4, oui. Puisqu'il est président du syndicat mixte et donc il ne doit pas participer au vote, ce qui est tout à fait logique. En soulignant aussi les efforts de l'agglomération depuis plusieurs années pour justement conforter l'action touristique avec ses navettes, en le prenant en charge et en rappelant aussi qu'on a, je crois que c'est aussi vertueux, on a une descente sur l'office du tourisme par exemple, on a la taxe de séjour, vous le savez, qui est avec un vaste communicant par rapport à notre subvention. Par contre, ce qu'on récolte en différence permet aussi de financer des actions touristiques complémentaires en plus de tout ça. Donc si on met bout à bout ces actions diverses, je trouve que c'est un travail en commun qui est particulièrement intéressant pour soutenir l'activité touristique sur la station. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Oui, Bernard ne prend pas part au vote, c'est bon. Le vote est clos. Délibération est adoptée. Moins 1 ne prend pas part au vote. Le point 19, en rappelant tout de suite Vincent Scatolin qui en tant que président de la SPL, il peut rester en séance mais ne prend pas part au vote non plus. Les autres membres du conseil d'administration par contre peuvent voter. Je le répète parce que c'est tellement compliqué qu'à chaque fois on se pose les mêmes questions. Donc il s'agit de la SPL Territoire d'innovation, le rapport annuel 2023 des mandataires de la communauté d'agglomération du Pays de Gex, Vincent. Oui, alors c'est un rapport que toutes les communes membres du conseil d'administration ont reçu qui rappelle les activités, la composition déjà du capital de la SPL Territoire d'innovation, l'ensemble des activités qui ont été menées par l'agglomération sur l'année 2023, donc c'est qu'il y a quasiment plus de 12 mois, et notamment à retenir sur l'année 2023,
la pose des premières pierres de 2 bâtiments de bureaux, dont un qui est en finition et qui a même été livré pour une certaine partie des bâtiments. Évidemment, le retrait du projet Altaria Cogedim sur le secteur de la poterie qui a marqué la fin de l'année 2023 et la concrétisation de la signature d'actes de vente de lots de logement et d'hébergement avec Link City et avec Bouygues Immobilier qui sont en cours de réalisation aujourd'hui. Dans ce rapport, vous trouvez également la situation financière de la SPL Territoire d'Innovation au 31 décembre 2023, avec les comptes qui ont été approuvés par le conseil d'administration et par notre trésorier, je cherche le terme, enfin la personne qui nous accompagne, l'expert comptable, c'est ça, voilà, sur ce point-là. Vous avez aussi également la répartition du chiffre d'affaires global de la SPL, dont une partie de la rémunération est liée au mandat que lui confère l'agglomération du Pays de Gex, en plus de la concession d'aménagement. Et puis il y a un état également de l'ensemble des contrats signés par la SPL Territoire d'Innovation sur l'ensemble de l'année 2023. Voilà, c'est un état des lieux de l'exercice et du travail qui a été fait par la SPL Territoire d'Innovation sur 2023. Évidemment, on ne parle pas sur cette année 2023 de l'étape de conciliation que nous avons engagée en 2024 avec les banques et dont on fait un état assez régulier au sein du conseil d'administration et dont on vous fera état aussi, je pense, dans le premier trimestre de l'année prochaine, parce que nous sommes en train d'avancer positivement avec les banques pour retravailler notre dette et du coup pouvoir permettre la poursuite de l'opération et notamment la poursuite des travaux nécessaires à l'accueil des nouveaux projets de logement sur le territoire. Voilà en quelques mots le rapport annuel, mais qui est disponible, que tout le monde a eu, donc n'hésitez pas si vous avez quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions, Vincent Scatolin, sur ce rapport? Questions qui peuvent venir aussi en dehors des séances, vu l'importance du sujet. Oui, tout à fait. Faut pas hésiter non plus à la lecture, si ça vient après la séance, de questionner l'agglomération, la SPL, sur tel ou tel point. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Dominique, merci. Le vote est clos. Elle me teste. Elle me teste. La délibération est adoptée par 49 voix, pardon, je n'avais pas vu, et un ne prend pas part au vote, à l'unanimité. Merci Vincent. Le point 20, donc aménagement de l'espace, révision allégée numéro 1 du PLUIH, Daniel Rafoz. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Oui, il s'agit sur cette première délibération, ce passage d'une zone AP en zone A, donc dans les 2 phases de concertation. Donc ce soir, il vous est demandé d'arrêter ce bilan de concertation. On va le voir, il y a aussi la deuxième, la délibération 21 concerne aussi ça. Donc ce soir, il vous est simplement demandé d'approuver ce bilan de concertation et d'arrêter le projet de révision allégé, sachant que notre agglo, comme la ville, est d'accord avec cette transformation de passage en A, de AP en A. Voilà, d'autoriser bien entendu Monsieur le Président à signer toutes les choses nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Merci Daniel. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On peut ouvrir le vote. Muriel. Le vote est clos. La délibération est adoptée. Pas de problème. Numéro 21, révision allégée numéro 1 du PLIH, prise en compte de l'avis de la MRAE. Daniel. Alors, quelque chose qui nous est cher dans le cadre de la simplification des choses. Vous avez bien compris qu'on a un avis conforme de la MRAE qui nous dispense de cette évaluation environnementale. Donc, il est
décidé de ne pas réaliser cette évaluation départementale, donc il faut en prendre acte. C'est très simple, donc d'autoriser Monsieur le Président à signer cette délibération. On voit bien qu'on n'avance pas en termes de simplification des normes. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On peut ouvrir le vote. Isabelle Passuello. Merci. Le vote est clos. La délibération est adoptée. Le point 22, c'est la modification simplifiée numéro 3 du PLUIH, la définition des modalités de concertation, Daniel. Oui, comme vous l'avez lu, cette modification, cette fois-ci, nous oblige à réaliser une évaluation environnementale qui est relativement lourde. Vous l'avez bien compris aussi, ça concerne le Parauzet et principalement le futur lycée. Donc là aussi, ce n'est pas simple. Donc pour autant, il faut assumer cette demande, c'est formel. Donc il vous est demandé ce soir de décider des modalités de concertation relatives à cette procédure de modification simplifiée. Mettre à disposition du public un dossier, un registre à notre comité d'agglo. Ces registres sont destinés à accueillir toutes les observations et d'autoriser Monsieur le Président à son président à prendre toute décision en vue de la bonne exécution de la présente délibération. Ce qui n'est pas simple aussi et qui retarde presque d'une année, même plus, l'avancement de ce projet. Et je le regrette fortement pour Gex, bien entendu, mais pour notre territoire, sachant que sur le lycée de Ferney-Voltaire, nous, on en subit les conséquences. Tout à fait. Et à Saint-Genis aussi. Et à Saint-Genis aussi, bien entendu. Ouais. Mais voilà, bon. Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer au vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée. Le point 23, c'est le débat sur le rapport triennal de consommation des espaces naturels, naturels, agricoles, forestiers au titre de la loi climat et résilience. Et c'est Daniel qui rapporte. Oui, on appelle ça les ENAF. Bon, il est rappelé dans cette délibération qu'il y a 24 000 hectares d'espaces naturels qui sont consommés par année, ce qui est énorme en France. Hein. Donc la loi climat vise à réduire cette consommation, bien entendu. Alors ce soir, on va faire un état, vous l'avez dans la délibération, de notre consommation sur ces ENAF. Donc on voit qu'on a différents modes de calcul pour prendre en compte. Un premier calcul qui est basé sur un travail de la CEREMA. Donc au titre de cette convention consommation d'espace qui montre qu'entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, on a consommé 34,3 hectares dans le pays de Gex. Ces fichiers par SMA c'est une méthode. Elles sont ici des fichiers qu'il faut rappeler fonciers mis à jour par les déclarations fiscales. Donc ce que vous faites chaque année. Nous, on a souhaité quand même voir s'il y avait des erreurs, des oublis. Donc on a regardé pour mettre en place un système plus fin pour vérifier avec les autorisations d'urbanisme, etc. et voir la consommation. Donc on voit qu'on est à peu près calé entre les 34,3 et les 39,58. On a une consommation qui rentre bien dans ce qui avait été prévu dans le PLUH. Donc si on reprend la ligne pour la consommation sur nos 300 hectares disponibles, on est bien dans cette consommation donc, par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Si on regarde les consommations de nos autres collègues du pôle métropolitain, on est bien en dessous. Si vous regardez les moyennes, c'est à peu près 69 hectares qui sont consommés sur les autres territoires. Donc ce soir, il vous est demandé de prendre en compte ces observations et ce rapport, et prendre acte des données issues, sachant que on voit bien que ça correspond aussi à une ligne d'aménagement qui va nous
déterminés aussi dans l'étude de notre prochain PLUH et du SCOT aussi, ce qui nous permet d'avoir une ligne directrice en termes de consommation, mais de bien vérifier, et vous le voyez, il y a des annonces aussi gouvernementales sur des modifications de la loi ZAN avec des fois des prises en compte d'espaces libres, naturels, supérieurs, c'est-à-dire bon, voilà ce qui va diminuer certainement le chiffre qui va être proposé. Mais on n'a pas encore tout ça c'est des annonces, on prend compte de l'existant et du travail qu'on a fait. En tout cas, je remercie l'ensemble des services pour avoir fait ces calculs. Merci Daniel. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, on peut passer au vote. Ça va prendre acte. On vote le prendre acte. Oui. Muriel? Ouais, mais c'est parce que... Merci. La délibération. Alors là, oui, c'était un prendre acte. Bon, bah, enfin, au moins, c'est formellement acté. Aménagement de l'espace numéro 24, le point 24, le rapport de la Chambre régionale des comptes, Daniel. Oui, là aussi, c'est un prendre acte. Il faut rappeler qu'on a eu des observations communes entre notre agglo et la commune de Saint-Genis. Donc aujourd'hui, on a dû répondre à la Chambre régionale des comptes. Alors une première recommandation sur le mettre en œuvre un suivi régulier des indicateurs stabilisés du PLH et du SCOT. Bon, on nous a rappelé que nos chiffres n'étaient pas, je dirais, intéressants pour eux, ils étaient voire incorrects. Donc nous, on a engagé un vrai travail là-dessus sur la stabilisation des chiffres de cette base, ce qui a été fait. Ben, on voit aujourd'hui, je vous ai présenté la consommation des NAF, dans ce qui était demandé. Donc voilà un petit peu le travail et on a répondu à la Chambre régionale des comptes. Un second travail, cette fois-ci, où on est intervenu, mais en lien avec la commune de Saint-Genis, sur les relatifs au recours des dispositions contractuelles. On va parler des PUP. Là aussi, on a comment dire, travaillé un peu plus finement pour qu'au niveau des PUP, on évite justement des procédures je dirais, à l'encontre des collectivités sur l'exécution de ces PUP. C'est comment on regarde, on s'assure qu'ils sont vraiment réalisés, parce que ce n'est pas le tout de toucher de l'argent, il faut prouver qu'on a réalisé un certain nombre de travaux. Alors nous là-dedans, on a mis un processus auprès des collectivités, en travaillant avec les communes, pour prendre en compte l'élaboration de ces PUP, de faire un suivi des PUP, de voir comment c'est consommé, et de pouvoir corriger les choses quand c'est le temps de les corriger. Voilà, c'est un peu un travail qu'on essaye de faire avec l'ensemble des communes quand une convention, un PUP est signée. Donc voilà, je vous demande de prendre acte, vous avez tout le travail qui a été fait par les services aussi là de notre agglomération en collaboration sur la recommandation numéro 4 avec la commune de Saint-Genis. Pardon, oui, Monsieur le Président. Hubert Bertrand. Oui, nous, on se félicite d'ailleurs de ce travail en commun et surtout de la qualité du rapport de la Chambre régionale des comptes. C'est pas la première fois qu'on est contrôlé, hein, mais un contrôle aussi favorable nous réjouit. Évidemment, ça nous oblige, les uns et les autres, à être plus perspicaces dans les arguments que nous donnons auprès des opérateurs. Voilà. Effectivement, il faut toujours prendre positivement les remarques, ne serait-ce que pour s'améliorer. Hein. Dans tous les cas de figure, la Chambre régionale des comptes, on est obligé d'être très bien avec eux. Donc souvent c'est pédagogique, ça permet de peut-être rectifier ou de préciser ou de compléter, mais il faut le voir comme ça. Ok, il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Non, il n'y a pas de vote là. Ah oui, on vote le prendre acte. Moi j'aime bien le vote avec la petite boîte là. Moi je veux bien. Moi. Ça c'est génétique chez les élus, le vote. Ça dépend du résultat. Oui, ça dépend du résultat. C'est pas trop. Hein. Oui, on a point qui se félicite. Oui. Allez, on vote jusqu'au bout, comme ça on est allé au fond des choses. Le
pouvoir de Christine Blanc. Voilà, c'est fait. Merci. De Isabelle et Nico et de Jacques Dubout. C'est parfait. Le vote est clos. Le prendre acte est voté. Ensuite, il s'agit du point 25, la convention de financement avec les TPG pour l'exploitation de 2 dessertes régionales des transports publics. C'est Hubert Bertrand qui rapporte. Oui, vous vous rappelez sans aucun doute de ces lignes qui ont été prolongées à la demande évidemment des élus. La ligne qui vient, une ligne particulière à Versonnet qui continue et qui va venir jusque dans le centre de Versonnet. Et ça, je dois dire que avec la collaboration du maire de Versonnet qui effectivement actuellement travaille à l'aménagement futur d'un P+R sur le secteur et puis aussi la continuité sur Pougny, surtout sur l'autre côté, sur Chancy de la ligne qui va être prolongée pour effectivement permettre aux utilisateurs d'avoir très peu de transport à assumer à pied. Voilà, on est d'ailleurs satisfait de cette évolution, parce que ça semble rien, mais en tout cas pour Versonnet, c'est extrêmement important, et pour Pougny, c'était en attente, et c'est très bien que ça se concrétise, parce que pour les habitants qui marchent à pied un peu, ils marchent, hein, et ça fonctionne. Voilà. Merci Hubert. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Daniel. Merci. Le vote est clos. La délibération est adoptée. Ensuite, le point 26, donc les parkings relais, acquisition des places sur le parking du Jura à Gex. Je veux déjà préciser avant toute chose que moi je ne prendrai pas part au vote, évidemment, en tant que maire de Gex, et je demande à mes délégués majoritaires de ne pas prendre part au vote non plus, pour sécuriser le résultat compte tenu de nos positionnements respectifs. Voilà, est-ce que je peux repasser la parole à Hubert Bertrand? Très bien, alors c'est une délibération importante parce qu'elle détermine aussi une politique à venir sur la maîtrise des P+R. Là, c'est l'acquisition de 40 places. Alors évidemment, je ne vais pas remercier tous ceux qui ont pris contact avec moi pour attirer mon attention sur ce secteur. C'est un peu chaud, simplement pour dire que même si on peut estimer que c'est cher, c'est la référence qui sera appliquée aussi ailleurs. Je veux dire, il n'y a pas de crainte à avoir d'exploiter l'agglo sur ce point particulier par le prix des places de parking qui est assez conséquent, qui est d'ailleurs la suite logique d'une opération VEFA, c'est-à-dire une opération entre un promoteur et ça, et on aura une référence de prix pour les autres secteurs. Alors, ça peut impressionner, parce que quand vous voyez le nombre de places, alors ils ne seront pas tous au même montant, le place de stationnement de Divonne jusqu'à Thoiry, ces places de stationnement, suivant effectivement la qualité, si c'est sur un terrain nu que l'on équipe simplement, c'est évidemment pas le même coût, ce seront des tarifs qui seront approuvés évidemment par notre Assemblée. Vous voyez que la donnée des P+R, ce n'est pas qu'une donnée symbolique, parce que là on parle de 40 places, mais on prévoit des parkings qui peuvent faire 200 places ou plus, même 500 dans d'autres cas. Donc il y aura une dépense, et à la charge évidemment de l'agglo, une dépense d'investissement, et après une dépense de fonctionnement pour la mise en place de ces parkings relais. On entend parler de ces problèmes de parking, je veux dire très constamment, et on entendra encore davantage, puisque les communes qui les accueillent pas pour leurs propres habitants. Elles accueillent ces parkings pour les habitants des autres communes qui viennent stationner au plus près
des lignes de transport. Vous avez donc tout le détail sur cette délibération qui explique ce que nous parlons très souvent en commission, effectivement, d'une part des réserves foncières qui sont à mettre en place progressivement au fil des classements de secteurs, et aussi de prévoir les financements qui devront être en parallèle de cette convention. Ce n'est pas une petite dépense, c'est une très grosse dépense qui est à prévoir. Ce sont aussi des choix d'urbanisme, ce sont aussi des choix architecturaux, ce sont des choix de dépenses qui regardent l'ensemble des communes, en particulier les communes dont les habitants se déplacent pour aller se stationner au plus près des transports publics. Voilà ce que j'ai à vous dire. Évidemment, je peux répondre à toutes vos questions. Nous aurons sans aucun doute encore beaucoup de travail sur ces sujets-là, parce que rien que dans ce premier dossier, nous aurons à compléter par les tarifs d'abonnement, par les différentes, et puis ensuite par les montants de dépenses de fonctionnement, parce que ces parkings entraînent des dépenses de fonctionnement, etc. Ça nous oblige effectivement à être prévisionnel dans la dépense, et je pense qu'effectivement, ce ne sera pas anecdotique. Ok, merci Hubert. Est-ce qu'il y a des questions? Pierre-Marie Philippe. Oui, une remarque, je remercie pour l'explication. Je voyais tout à l'heure justement le coût du P+R qui sera installé au P47 à côté de l'aéroport, c'est 70 000 francs suisses la place. Donc ça démontre que, oui c'est cher, 30 000 euros la place, mais ça démontre que à partir de l'an prochain, quand peut-être il y aura cette loi votée à Genève, il y aura tout intérêt pour nos voisins genevois de nous aider à payer des P+R en France. C'est le débat qui date de 12 ans désormais, mais on en est toujours au même point. Oui, on souhaite d'ailleurs qu'à tous les niveaux, il y ait un soutien apporté, effectivement, sur ce sujet-là, parce que ça va coûter cher. Merci Hubert. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Non. Moi, je veux quand même préciser une chose, c'est que sous le mandat précédent, quand la ville de Gex a monté son projet Cœur de Ville, qui intégrait donc les P+R pour l'agglo, qui n'a pas encore la compétence, le calibrage avait été fait sur la base d'une étude encore plus ancienne, une étude de bassin, qui fléchait 150 places de P+R sur la commune de Gex, en plus de toutes les autres places qui seront positionnées évidemment avec 2 P+R majeurs sur Ferney-Voltaire et sur Saint-Genis-Pouilly. Entre autres. Et après, tout le maillage qu'on connaît dans l'étude que vous avez eue en étude. Donc la ville de Gex a monté son projet avec un coût, enfin un nombre de places qui aurait dû être financé à terme par la structure qui devait porter, puisqu'à l'époque c'était pas clair encore, les P+R pour 150 places. La commune a préfinancé toute cette différence. Et on est arrivé, après on m'avait informé, dans le mandat précédent, une fois que notre projet était lancé, que finalement d'autres études, etc., montraient que c'était 30 places. 30. À un moment, il faut arrêter de faire des P+R sur des zones urbaines où il y a plus de 30 000 habitants avec 30 places, mais enfin bon, c'est comme ça. Et qu'aujourd'hui, on est arrivé à 40 places. Je veux juste dire que c'est 4,6 millions normalement qui auraient dû revenir à la ville de Gex par rapport au calibrage qui a été fait dans ce projet pour justement ces P+R. Qu'aujourd'hui, donc, il y a ces 40 places, mais que la ville aussi évoluera en cas de besoin. C'est-à-dire qu'il y a un accord qui est trouvé. Si demain, dans 5 ans, il y a besoin de 20 ou 30 places supplémentaires, ça permet de le faire puisqu'on est en zone urbaine et qu'on n'aura pas l'extension d'un parking sur un terrain naturel, comme l'a dit Hubert. Voilà, je veux juste rappeler simplement qu'on a préfinancé et qu'aujourd'hui, on touche 1 million et quelques pour 40 places, alors qu'on l'a préfinancé à 4,6 millions dans le projet initial par rapport aux chiffres qui nous avaient été donnés. C'est juste simplement pour refixer les choses. Et puis, comme Hubert l'a rappelé, on a aussi les évaluations des domaines qui ont été faites, et tout est conforme à ce qui a été passé en commission. Et je le remercie en tout cas pour sa présentation, qui est d'une extrême justice. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote, ou il y en a d'autres? Non. Il y a Madame Fleury, de Chalex. Oui, excusez-moi, c'est peut-être une question complètement idiote, mais je voulais juste une explication. En fait, les places de parking, donc c'est l'agglo qui l'achète à Gex, mais après, ça va être exploité par une société privée. Oui. En exploitation. Oui, bien sûr, avec un règlement, tout à fait.
Donc je veux Qui est dire que déterminé aussi par donc l'aglo. comme d'habitude, c'est l'argent de l'État qui va aider une société Non. privée à exploiter, un peu comme c'est le système des autoroutes, ou est-ce que je comprends mal? Non, si je- non, non, c'est très bien compris. Il n'y a pas de doute. N'importe comment, il y a des frais d'exploitation sur un équipement de cette nature, et il faudra trouver la réglementation, enfin, les règles à mettre en place pour que ce soit au plus juste. Charge à nous de ne pas vouloir forcément enrichir le gestionnaire du parking. Je pense qu'on est capable de faire un prix de revient sur les frais de fonctionnement et de les faire payer aux utilisateurs. Si je peux compléter, Hubert, si vous me permettez, simplement pour dire qu'il n'y a absolument pas l'argent de l'État qui intervient dans ce domaine. Et je soulignais qu'en fait, le gestionnaire du parking qui gère aussi toutes les autres places, parce que les places publiques dans ce parking sur 3 niveaux, c'est 377 places. Il y aura les 40, donc il y a les 40 de l'agglo après acquisition, et tout le reste, c'est la ville de Gex. Et en fait, la ville de Gex finance un déficit, c'est-à-dire que c'est nous qui payons l'équilibre économique aux prestataires sur le fonctionnement. On a 230 000 euros parce qu'on voulait faire les 2 heures gratuites, etc. Et pour l'instant, ces 40 places sont dans ce package de gestion avec le même gestionnaire. Donc en fait, il n'y a pas d'opération capitalistique sur le rendement par rapport à ce qu'on peut avoir, par exemple, sur les exploitations de l'autoroute. Ça n'a rien à voir. Et en fait, le prix, ce qui est important dans le fonctionnement, c'est qu'en fait, le prix qui sera mis en place entre l'agglo et le gestionnaire, comme le disait Hubert, en fait, ce prix, il faut aussi qu'il s'harmonise et qu'on soit dans un ensemble, c'est-à-dire que tous les P+R du Genevois, en gros, tendent vers une tarification cohérente, que les gens s'y retrouvent, quoi, qu'on n'ait pas à Gex une tarification, à terme à Saint-Genis une autre, etc. Donc le but, c'est de travailler aussi sur une tarification cohérente sur l'ensemble du bassin et sur l'ensemble des P+R de même nature qu'on pourra mettre en œuvre. Mais il n'y a vraiment pas de surenchère capitaliste, si j'ose dire, pour être dans le ton de la question, sur ce sujet-là, puisque, encore une fois, le bouclage et l'équilibre financier se fait par financement, pour l'instant, de la ville de Gex. C'est dur pour Gex. Non, c'est pas dur pour Gex. Ils ont décidé. C'est une volonté. Ils ont décidé effectivement, pour des raisons que l'on peut comprendre, comme ce sont des parkings de centre-ville. C'est pas des parkings sur des terrains extérieurs plus faciles. Mais là, effectivement, et vous verrez qu'on aura ces problèmes-là dans les secteurs les plus urbanisés, et que ça va être effectivement la difficulté. Ça va être aussi de les gérer. Parce que vous pouvez regarder ce qui est dit là, par exemple, pour la frontière suisse, de l'autre côté de la frontière, ça alerte aussi les habitants des secteurs. Et celui qui va payer le parking, oui, ça va l'inquiéter parce que lui, il va payer probablement plus cher qu'il ne l'imagine. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Dubout, Jacques. Oui, je voulais insister ou reprendre les propos de monsieur le vice-président sur le fait que les P+R bénéficient aux autres habitants que ceux de la commune, même si le bénéfice pour la commune, c'est quand même un allègement de la circulation sur son territoire. Mais c'est tout l'intérêt d'un plan de P+R communautaire, et c'est tout l'intérêt qu'on finance à la fois les parkings de Gex, ceux de Pougny, et puis prochainement ceux de Verzonnet. Ça, c'est presque une plaisanterie, mais d'un autre côté, il faudra réfléchir aussi au financement de l'entretien, aux règles et aux organisations de nos parkings extérieurs, qui seront beaucoup plus simples et beaucoup moins chers que ceux en souterrain. Mais je pense qu'il faudra qu'on établisse un règlement qui puisse fonctionner sur toutes les communes. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu, qu'on discute des conventions Uber au cas par cas par rapport au profil des parkings qui sont mis à disposition et comment on les gère. Par délégation, par exemple, de la commune, si c'est un terrain où il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt d'avoir des opérations très lourdes, mais c'est bien ce qui est prévu avec différents niveaux justement de convention. Absolument. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, donc je rappelle à Gex 4 ne prend pas part au vote. Le vote est ouvert. Madame Barthalet. 5, non, on ne pourra pas avoir vote. Le vote est clos.
La délibération est adoptée avec 45 voix et 5 ne prennent pas part au vote. Je vous remercie. Le point 27, projet de liaison piéton-cycle Gex-Ferney-Voltaire, et c'est Hubert Bertrand qui rapporte. Alors, comme vous le savez, ça fait maintenant un moment que ça dure. Et effectivement, d'arriver à relier par cette piste piétonne cyclable en bordure de la 1005, ce qui était le projet initial et qui met un peu plus de temps à se mettre en place. C'était le département qui un temps devait assumer cette responsabilité. Il n'empêche, tout le long, puisque nous avons effectivement pris la décision il y a un an ou un an et demi de déclarer une DUP pour arriver à aller un petit peu plus vite auprès des propriétaires. Ça ne se passe pas trop mal. Je crois qu'il y a une évolution normale, mais il faut du temps. Il reste encore environ, c'est les chiffres qui sont les plus importants, 2,5 km de propriété le long de la 1005 à acquérir pour arriver à avoir un suivi complet et indépendant. Effectivement, ce sont les secteurs où il y a quelques résistances quand même, mais petit à petit, les données peuvent se réaliser. Donc aujourd'hui, la délibération, c'est l'acquisition. Là, c'est 3 propriétaires. Vous avez vu qu'il y a des tarifs très différents. Si on est en zone constructible, c'est 200 € le mètre. Si on est en zone agricole, c'est le prix du terrain agricole. C'est pour ça que vous avez tellement d'écart sur le coût. Mais nous pensons qu'effectivement, les choses peuvent évoluer assez positivement. Peut-être 1 ou 2 points délicats, là où il y a des activités commerciales. Bon, mais on est en plein dans cette démarche. C'est pourquoi il faut faire des déclarations de DUP qui précèdent largement la mise en place des structures de travail. Tout à fait. Merci Hubert. Est-ce qu'il y a des questions? Pierre-Marie Philippe. Une seule remarque sur la colonne indemnité de réemploi, il y a une erreur de total. Sur la colonne indemnité de réemploi, c'est marqué 55 000, or le total est de 5 000 quelque chose, pas grand-chose. Voilà, c'est vrai. D'accord. On corrigera. Très bien. Pas d'autres questions? On peut passer au vote. Il me reste le point 28, donc pour information, c'est-à-dire les procès-verbaux des bureaux exécutifs et des décisions que j'ai prises dans le cadre de mes délégations du mois d'octobre 2024. Sur cette liste à l'après-vert, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Non, pas de vote non plus. Le point 29, les DIA, est-ce qu'il y a des questions? Passionnant. Pas de questions. Merci. Je vous informe donc que le prochain conseil communautaire aura lieu le mercredi 18 décembre à 19 h dans cette même salle. Et puis l'inauguration, que je vous rappelle, de Pays Gex Entreprises, pôle dans l'entrepreneuriat, le mercredi 11 décembre 2024 à 11 h au Technoparc de Saint-Genis-Pouilly. Et avant de conclure, est-ce qu'il y a des questions diverses? Pas de questions diverses? Bien. Ben, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. On vous attend en bas pour le verre de l'amitié. Bonsoir à tous.